Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Alors en attendant l'examen du texte sur le mariage pour tous par les sénateurs qui aura finalement lieu à partir du 2 avril prochain, la commission des lois du Sénat poursuit ses auditions. Elle entend cet après-midi les représentants des différents cultes, à commencer par le culte protestant. Audition que je vous propose de suivre tout de suite. Bon après-midi. Bon, mes chers collègues, si vous voulez prendre place, nous allons débuter cet après-midi sans plus tarder, parce qu'elle sera assez longue, puisque vous savez qu'aujourd'hui nous consacrons notre après-midi à l'audition des représentants des principaux cultes pratiqués en France. Ça a été un peu compliqué, mais bon, voilà. Donc, nous commencerons par le pasteur Claude Batty, qui est président de la Fédération protestante de France. Ensuite, nous aurons Monseigneur André 23, ensuite le rabbin Bernheim, ensuite le président du groupe musulman, je ne sais plus comment, Monsieur Moussaoui, ensuite les orthodoxes et enfin les bouddhistes. Donc on ne pourra pas dire que le Sénat n'entend pas tout le monde. Donc je dois d'abord excuser Monsieur le Président, l'absence du président Jean-Pierre Sueur, qui présidera ces auditions, mais qui s'est retenu à déjeuner et qui arrivera peut-être en cours d'audition et qui ensuite présidera tout l'après-midi. Voilà. Donc, la Fédération protestante, mais Monsieur le Président le dira peut-être mieux que moi, depuis 1905, rassemble plus d'une trentaine d'unions d'églises, 80 associations qui représentent plus de 500 communautés. Donc, il existe encore, d'après la documentation qu'on vient d'avoir, quelques églises protestantes qui sont en dehors de la fédération, mais bon, voilà, nous n'avons pas entendu tout le monde. Nous avons reçu un certain nombre de lettres, d'ailleurs, notamment des évangélistes, si je me souviens bien, et nous leur avons répondu qu'ils pouvaient s'exprimer par un courrier. Voilà, et que donc nous n'avions pas augmenté plus que ça nos auditions publiques, qui durent déjà une cinquantaine d'heures. Voilà. D'autre part, pour ceux qui sont présents à nos auditions régulièrement, le président Yates par exemple, ce matin, le gouvernement a annoncé que le débat serait reporté en séance publique au 2 avril, ce qui, à mon avis, est beaucoup mieux. Ça donne le temps au Sénat, et notamment aux rapporteurs, de mieux travailler, notamment entre la fin des auditions qui aura lieu le 26, où il y aura des auditions du rapporteur, mais pour lesquelles on préviendra les membres de la commission des lois, et le 27, date de la commission, dans une semaine où il y avait un tas de textes. Donc, vraisemblablement, alors sous réserve de l'accord de la conférence des présidents ce soir, mais je pense que bon. Donc, sous réserve de ce que nous dira notre directeur des services, comme ça qu'on dit? Non, je ne sais pas. Bon, la commission aurait lieu le 20 mars. 10 jours avant le rapport. Ça nous permet, nous, de travailler les amendements avec le gouvernement, etc. etc. Voilà, donc moi, personnellement, je m'en félicite, finalement. Voilà. On n'a pas voulu faire des tables rondes, puisque certains s'étaient plaints. Et donc, on vous entend séparément. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, alors, je dois l'avouer d'entrée, un peu perplexe devant l'exercice qui m'est demandé, auquel je me plie de bon gré, parce que tout a été dit sur le sujet. Et il y aurait un peu de folie de ma part de penser que je pourrais faire changer d'avis des gens aussi éclairé que vous. Cependant, il peut être utile que vous puissiez avoir une idée directement de ce que pense la Fédération protestante de France. Alors, cela ne vous donnera pas une image précise, exhaustive de ce que pensent les protestants, car vous le savez, aucune institution aujourd'hui ne peut se prévaloir de dire la pensée de tous ses membres, et c'est, j'allais dire, encore plus vrai des protestants. C'est donc la réflexion du Conseil de la Fédération protestante que je vous livre rapidement aujourd'hui. La déclaration générale de la Fédération protestante par son Conseil s'est faite le 13 octobre dernier. Elle rappelait que depuis leur création,
les églises protestantes n'ont jamais considéré le mariage comme appartenant à l'ordre du salut. Le mariage n'est donc pas un acte religieux. En simplifiant, je dirais que pour nous, il n'y a pas de mariage protestant, pas de mariage chrétien, et il y a des chrétiens qui se marient. Ou pas d'ailleurs. Nos églises ont donc renoncé à placer sous le contrôle de l'Église l'acte constitutif du couple et de la famille, estimant que cela relevait du législateur. D'autre part, les protestants sont très conscients de la diversité culturelle des modèles familiaux, ceci se vérifiant déjà dans la Bible. Il est donc important à nos yeux de ne pas réécrire l'histoire en peignant un autrefois qui serait l'âge d'or de la famille, contrastant avec un aujourd'hui catastrophique pour cette même famille. La Fédération protestante n'entend donc pas tenir un discours de fin du monde sur le sujet qui nous est proposé. Ceci dit, l'avis défavorable de la Fédération protestante, du Conseil de la Fédération protestante sur ce projet de loi est motivé. La question qui est posée par ce projet de loi est à nos yeux fondamentalement sociale et collective, et pas d'abord religieuse. Elle relève de la façon dont une société se perçoit et se construit et des symboles dont elle marque le champ de son identité. Alors sur ce point, il faut clairement dire que les distinctions opérées entre homosexualité et hétérosexualité ne sont pas d'abord le reflet d'un moralisme d'un autre temps. Ils relèvent d'une exigence profonde du corps social. Celui-ci demande à être structuré symboliquement et réellement par la présentation et l'acceptation d'une différence originelle et fondamentale qui traverse jusqu'au plus intime des corps et des manières d'être. Considérer toutes les formes de sexualité comme indifférentes reviendrait en fait à empêcher toute rencontre véritable et tout métissage réel, parce que tout serait déjà imaginairement mélangé et nivelé. Le mariage n'est pas la fête de l'amour, la mise en scène de sentiments, mais une organisation sociale qui contribue à structurer les relations en symbolisant la différence entre générations, entre les sexes, entre épousables et non épousables. Il est le lieu où se construisent les rapports entre les sexes et les générations. Il faut dire que depuis quelques dizaines d'années, il y a une insistance, j'allais dire croissante, sur le choix individuel et l'amour comme justification ultime de la conjugalité. Et l'amour est vu comme un coup de foudre irrésistible, ce qui a fait que le mariage traditionnel, demandant d'abord engagement et fidélité, a été dévalué au profit d'une conjugalité amoureuse mais éphémère, mettant en exergue l'authenticité des sentiments et provoquant donc la précarité de l'union. La variété des formes de vie conjugale reconnues aujourd'hui, concubinage, pax, mariage, est le reflet de la préférence donnée au choix personnel et à l'instant sur la durée. Le mariage pour tous est une forme ultime et paradoxale de cette évolution. En effet, ce mariage, entre guillemets, se justifie par l'amour de deux personnes. Au nom de quoi, de qui jugerait-on cet amour? C'est le refrain des personnes favorables à ce mariage. Or, d'une part, la loi est claire, tout amour ne légitime pas un mariage. Un oncle n'épouse pas sa nièce et un frère sa sœur, même adoptive. D'autre part, et plus généralement à nos yeux, le mariage n'est pas, comme je l'ai dit il y a un moment,
le sceau de l'amour. Il est premièrement un contrat social engageant la responsabilité. Or, ni l'amour ni l'égalité ne justifient vraiment ce droit réclamé. Paradoxal, disais-je, car au moment où beaucoup contestent au nom de l'authenticité des sentiments, justement, l'institution bourgeoise qu'est le mariage, eh bien, certains veulent à tout prix se marier. C'est que la revendication égalitaire devient première. Avant même, semble-t-il, la recherche de sécurité juridique que nous avons notée et que nous soutenons, c'est écrit dans notre déclaration. Mais il y a d'autres moyens d'obtenir cette sécurité. En fait, cette demande est aussi une forme de contestation du mariage traditionnel. Qu'un homme ne puisse pas épouser un homme ou une femme épouser une femme ne nous paraît pas une atteinte à l'égalité, mais le respect d'un agencement du corps social fondé sur des réalités qui s'avèrent difficilement contestables. La Fédération protestante de France donne donc un avis défavorable au projet de mariage pour tous, convaincu que la famille est le lieu symbolique où se construisent les rapports entre les sexes, entre les générations et entre l'autorité et la liberté. Avant que les tenants du mariage pour tous puissent parler de progrès, il faudra attendre pour savoir si cette évolution est vraiment positive. Avant d'en venir au point qui a le plus préoccupé le Conseil de la Fédération protestante, à savoir les questions liées à la filiation, je me dois de dire un mot maintenant sur les méthodes. Quoi qu'on en dise, ce projet de loi bouleverse une pratique ancestrale et inquiète beaucoup de Français. Il aurait donc été souhaitable de prendre le temps d'entendre les inquiétudes, de comprendre les motivations des uns et des autres. Or, quand le débat a été ouvert, la conclusion était déjà connue. Quand Madame la ministre de la Justice m'a reçu sur le sujet en juillet dernier, je lui ai demandé si ce que nous disions pouvait influer sur le processus et sur le résultat. Elle m'a répondu honnêtement que non. De mon point de vue, le gouvernement a sous-estimé l'impact de cette réforme. Quand on touche à des fondements sociaux, il faut prendre le temps de s'expliquer. Sinon, sous pression, au lieu d'un véritable dialogue, on arrive à des invectives et à des caricatures. Le temps qui a été pris dans le passé pour évaluer les lois de bioéthique, celui qui semble être laissé pour les lois sur la fin de vie, montre que c'est possible, il n'y avait pas d'urgence. Et le fruit d'un dialogue qui prend le temps d'écouter et de respecter l'interlocuteur est bien plus fructueux et efficace que l'utilisation d'une majorité parlementaire. Mais le point qui préoccupe le plus le Conseil de la Fédération protestante est tout ce qui serait en jeu autour de la filiation. L'adoption découle automatiquement du mariage et permet donc d'introduire indirectement le principe de filiation avec deux parents de même sexe. Il faut donc s'attendre à ce qu'un couple de femmes, par exemple, refuse quelque lien que ce soit avec le père biologique et donne donc l'illusion à leur enfant d'être les génitrices. Dans le même sens, quelqu'un a fait remarquer le questionnement qui pourrait être celui de leur petit garçon devant le fait qu'elle n'aime pas les hommes. Il n'empêche que, même si nous sommes bien d'accord pour dire que ce qui compte dans les relations, c'est l'amour, et nous savons bien qu'il y a des enfants bien élevés par des personnes seules ou des couples homosexuels, et des enfants qui se développent harmonieusement, il n'empêche que nous croyons qu'il est structurant et important qu'un enfant puisse se situer dans une lignée maternelle et une lignée paternelle. Quoi qu'on puisse dire, notre origine est bisexuée. Et nous pointons ici les dérives prévisibles qui se feront évidemment au détriment des enfants et qui encourageront certainement la marchandisation du corps humain. Nous notons que nous ne sommes pas la source de nous-mêmes.
nous recevons notre identité d'un autre. Nous ne pouvons pas prétendre tout maîtriser. Et la sexualité est un de ces signes qui appellent à reconnaître l'altérité. L'enfant n'est pas un droit mais une grâce, et c'est un sujet. Et le corps de la femme ne peut pas devenir une marchandise ou un outil en location. Ceux qui considèrent que l'égalité doit être nivelante doivent admettre que les couples de femmes sont avantagés, si j'ose dire, par rapport aux couples d'hommes. Alors, pour réparer cette inégalité, faudrait-il permettre la gestation pour autrui? La Fédération protestante, comme la loi jusqu'à aujourd'hui, est opposée à ce commerce qui dévalorise le corps féminin, qui exploite les plus faibles et se moque de l'inégalité criante générée par l'argent. En conclusion, à nos yeux, puisque la loi sur le mariage pour tous semble maintenant acquise, irréversible, il conviendrait de prendre le temps de réfléchir sur la filiation sans vouloir pousser l'avantage acquis en quelque sorte et trop rapidement. Il est important de réfléchir ensemble pour qu'au moins sur la filiation, un débat serein et contradictoire puisse être mené. Voilà les quelques remarques que je voulais faire avant d'entendre vos questions. Merci, Monsieur le Président. Donc, peut-être que Madame Meunier, qui est rapporteure pour avis pour la Commission des affaires sociales, a quelques questions ou réflexions à faire, et ensuite, ça sera à vous, mes chers collègues. Oui, merci bien. Donc, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre propos. Donc, vous dites que le mariage, c'est pas la fête de l'amour, mais c'est une organisation sociale. Hein. C'est vous qui avez dit que c'est une question sociale et collective. Donc, ma première question, c'est, eh bien, à votre avis, pourquoi est-ce que la place du religieux est très importante en ce moment, ou a été très importante dans ce projet de loi? Et puis, deuxième question, vous accueillez sûrement dans votre fédération des croyants qui ont des orientations sexuelles différentes que l'hétérosexualité, qui sont donc homosexuels. Et je voulais savoir quelle place vous leur faites, quelle a été aussi leur participation dans le débat qui a traversé votre fédération sur cette question de projet de loi de mariage. Merci, Michel. Si vous voulez. Alors, sur la question du fait qu'il y a des homosexuels dans nos communautés, c'est bien évident. Nous serions les seuls à ne pas connaître cette situation. Il faut que vous compreniez que la Fédération protestante n'est pas une église. Elle est composée d'un certain nombre d'églises qui, chacune, ont leur liturgie, leur discipline propre. Un certain nombre d'entre elles ont, depuis quelques années, des groupes de travail qui réfléchissent sur la question de l'accueil des homosexuels et de la bénédiction éventuelle des couples. Pour le moment, il n'y a qu'une église qui a lancé, je vais dire, ces bénédictions de couples homosexuels, et ça se fait de manière très restreinte. Mais il y a une grande diversité. Dans d'autres communautés, il ne sera pas question de ça. De manière générale, il y a un accueil dans les communautés sans restriction des homosexuels. Mais il n'y a pas, sans doute, dans l'avenir, le même accueil qui sera fait à la question de la bénédiction des couples homosexuels. Mais ça ne dépendra pas de la Fédération protestante, mais de chacune des églises et communautés. Vous posiez la question en préambule de la raison de l'importance de la prise de parole des religieux sur cette question. Je suppose que si
ils ont pris la parole, c'est parce qu'on leur a laissé. Dans notre déclaration, nous n'avons pas voulu, et je l'ai redit là de manière incidente, laisser croire que cette question était une question centrale de la vie et de la foi. Nous faisons allusion dans cette déclaration à l'attitude de Jésus. S'il y a dans la Bible 2 passages en particulier qui condamnent nettement l'homosexualité, Jésus ne parle pas de ces questions. Et nous notons qu'il parle bien moins des questions de sexualité que des questions de pouvoir et d'argent. Ceci pour dire que la Fédération protestante, je ne vais pas parler pour mes collègues, ils s'en chargeront eux-mêmes tout à l'heure, fait bien plus de déclarations et de travail sur les questions liées à la société sur le plan de l'inégalité, de l'accueil des étrangers, toutes ces questions-là, que sur les questions de sexualité. Mais puisque ce sujet était sur le devant de la scène, il était aussi inévitable que nous donnions notre avis, sans plus, comme d'autres. Voilà. Il n'y avait pas, en tout cas, une volonté de monopoliser. Merci. Merci, Monsieur le Président. Donc, mes chers collègues, de s'exprimer. Jean-Pierre Gaudin, sénateur de la Manche. Tout d'abord, une remarque. Dans votre propos liminaire, je voudrais dire que je partage votre propos quand vous dites que le mariage n'est pas un acte de salut. Il n'y a pas de mariage chrétien, il y a des chrétiens qui se marient. Je pense que c'est quelque chose dans la réflexion qui doit être la nôtre aujourd'hui, étant donné le caractère parfois un peu outrancier que prennent certains propos, qui est tout à fait essentiel. Mais j'aurais voulu vous poser une question. Vous avez parlé beaucoup de la méthode. Et la question que je souhaitais vous poser, c'est que vous avez fait référence à 2 textes, la loi bioéthique et la loi sur la fin de vie. Est-ce que vous pensez que devant la situation où nous sommes, nous pouvons continuer à faire comme nous avons fait sur la loi bioéthique, c'est-à-dire il y a eu un travail qui a été effectué, il y a eu revision des lois bioéthiques et il était prévu dans le texte initial qu'on ne reviserait pas les lois bioéthiques. Il a fallu des amendements ici au Sénat pour qu'on fixe la revision de la loi bioéthique à dans 7 ans. Et concernant la fin de vie, en tant que rapporteur de la proposition de loi commune à des sénateurs de différents groupes sur ce projet, on s'aperçoit que pratiquement tout a été dit, tout a été étudié, et quand on lit le rapport Sicard, on s'aperçoit qu'on n'apprend pas grand-chose de nouveau, sauf peut-être une petite avancée vers le suicide assisté et vers la sédation terminale. Ne croyez-vous pas qu'à un certain moment, quand le débat a eu lieu, il est temps que le Parlement puisse trancher ? Cette première question. Estimez-vous donc en corollaire que depuis le début, l'opinion publique est maintenant suffisamment avertie des choses pour que nous puissions statuer en toute connaissance de cause. La deuxième chose, vous avez fait état donc du problème de l'affiliation, mais ce qui concerne l'AMP, je continue à dire AMP, ou la GPA, ce n'est pas dans le texte. Et je rappellerai quand même que le Sénat, lors des revisions de loi bioéthique, avec l'accord de son rapporteur Alain Millon, avait voté un texte qui malheureusement a été rejeté à l'Assemblée nationale, où il était prévu que l'AMP était ouverte pour des raisons médicales et sociétales. Donc, si vous voulez, ma question est de dire, à vouloir tout le temps rejeter, refaire un débat, est-ce que finalement, ce n'est pas plutôt une manœuvre dilatoire pour repousser les choses, plutôt que de faire en sorte qu'on décide une bonne fois pour toutes de ce qui doit faire la règle dans notre pays ? Merci. Avant, je ne vais pas me faire le porte-parole des églises, mais pour nos collègues qui sont là, il ne vous échappera pas qu'il y a quand même une différence fondamentale entre les églises protestantes et, par exemple, l'église catholique. C'est que les protestants n'ont pas de sacrement. Ah, si. Enfin. Il y en a 2. Oui, mais pas de la même manière. Voilà. Mais pas de la même manière. Bon. Et que donc, ça explique ce qui a été dit là. Voilà. Il n'y a pas de mariage religieux, il y a des gens qui se marient religieusement. Voilà. Alors que ceux qui sont catholiques ici, j'en vois un certain nombre, dont moi, bon, on sait très bien que le mariage catholique est un sacrement qui est indissoluble. Voilà. Et que donc, ça pose peut-être quelques problèmes à l'Église,
pour donner ce sacrement à des gens du même sexe. Mais Monsieur Jean 23 nous le dira, Monsieur André 23 nous le dira tout à l'heure. Alors, sur la question de méthode, j'entends bien ce que vous dites, qu'on ne peut pas toujours discuter et jamais trancher. Mais ce que je note, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on savait avant le début du dialogue quelle serait la conclusion. Et ça n'est jamais bon pour un dialogue serein. Et c'est à ce niveau-là que les choses sont désagréables, et ce qui fait qu'il y a de la passion qui naît. Et je pense qu'il y a eu une sous-estimation de l'impact social de cette réforme. Mais bon, ça c'est l'affaire du gouvernement. Sur la question de la fin de vie, je pense qu'il sera utile, là encore, il y a eu le rapport Sicard, on attend un rapport du Comité national consultatif d'éthique. Donc, même si ça prend un peu de temps, je pense qu'il vaut la peine d'entendre toutes ces réflexions, de discuter, ne serait-ce que pour que la loi, si elle change, ou si elle ne change pas, soit bien comprise par l'ensemble des citoyens, et que même ceux qui ne sont pas d'accord avec la solution prise comprennent pourquoi elle a été prise. Alors que si on ne fait pas, on ne prend pas le temps de cette démarche, on a des gens qui sont frustrés et quelquefois révoltés par la façon dont les choses se font. C'est simplement cette remarque que j'ai voulu faire. Jean-Jacques Hyest. Oui, Monsieur le Président, vous êtes passé rapidement sur le fait que pour le mariage ouvert aux couples de même sexe, on invoque l'égalité. Et vous avez dit dans votre propos, c'est dans votre déclaration, que ce n'était pas exact, qu'il n'y avait pas d'égalité, parce qu'il ne peut pas y avoir d'égalité comme ça. Est-ce que vous pourriez un petit peu développer votre argumentation ? Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que l'argumentation essentielle est venue sur cette question-là. Or, il nous semble que cette question de l'égalité est mal posée, puisqu'il y a bien des domaines dans la société où l'égalité n'empêche pas la différence, et sans qu'on remette en cause quoi que ce soit. J'avais pris une fois cet exemple qui vaut ce qui vaut, c'est quand j'en avais parlé, je crois, à la ministre, puisqu'on était au moment des Jeux Olympiques, je lui avais rappelé qu'il y avait des épreuves pour les hommes et pour les femmes. Tout le monde ne courait pas dans les mêmes séries. Ça n'impliquait pas que les femmes avaient moins de dignité que les hommes. Mais là, c'était une reconnaissance toute simple qui fait état d'une différence sans que l'égalité soit en jeu. Et je pense que sur ces questions-là, on est dans le même registre. Il faut être en mesure d'accepter des différences qui n'impliquent pas des inégalités fondamentales. C'est ça l'idée de ce que nous voulons dire. Et tout en disant aussi que nous comprenons qu'il y a, de la part des couples homosexuels, une recherche de sécurité juridique. Mais nous estimons qu'elle aurait pu être trouvée par un autre moyen que par le mariage. Monsieur Duluard, et puis Lecomte. Oui, si je vous comprends bien, Monsieur le Président, et je partage votre analyse, c'est le mot qui n'est pas approprié à la situation. Le mot « mariage pour tous » n'a pas de vraie signification. Et c'est là où est la difficulté et le malentendu dans lequel nous sommes tous depuis quelques semaines. Ce serait une union civile
améliorée, car je suis de ceux qui pensent que, effectivement, la possibilité de pension de reversion, la possibilité d'hériter n'avait été pas prévue initialement dans le Pacs, et que c'est là où le législateur doit amender. Mais par contre, le cheminement que nous menons actuellement, j'ai du mal à comprendre, peut-être parce que j'ai des convictions religieuses, et qui font que, comme le disait M. Michel tout à l'heure, le mariage est un sacrement et n'est pas quelque chose de civil. D'ailleurs, qu'à voir ce qui se passe en Espagne ou ce qui se passe au Portugal, c'est parce que justement le mariage était obligatoire pour tous, et un mariage religieux, et qu'aujourd'hui, des gens en Espagne et au Portugal qui ne sont pas catholiques ou pas croyants souhaitaient avoir une nouvelle formule. C'est ce qui a expliqué une forme d'union civile pour éviter ce malentendu lié au mariage sacrement. Il y a effectivement des pays où les prêtres ou pasteurs avaient rang d'officier d'état civil, c'est-à-dire que le mariage religieux valait comme mariage civil. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas chez nous. Mais ce que je pense l'ensemble des religieux contestent, c'est que si on avait fait une union civile avec des droits quasiment équivalent au mariage, personne n'aurait trouvé quoi que ce soit à redire. Ce qui est contestable de notre point de vue, c'est que on dit mariage pour tous, mais on met en cause quand même quelque chose qui existe depuis longtemps et qui ne sera plus jamais la même chose. C'est que ça n'est pas simplement on ajoute, c'est qu'on transforme. Et ça, c'est ce que nous contestons. Jean-Yves Lecomte. Oui, moi je regrette que ce débat ait été dramatisé, parce qu'en réalité, sur cette question, vous l'avez dit vous-même, en fait, c'est la suite logique d'une évolution du concept de mariage, de la manière dont les gens l'appréhendent, même si là, sur ce sujet, il faut bien différer la partie religieuse, qui ne nous regarde pas ici, et la partie droit des hommes, droit, qui nous regarde ici au Parlement. Mais sur ce sujet, vous avez l'évolution du concept, la manière dont on le perçoit, plus vers, vous l'avez dit, l'amour, même si ça peut changer. À partir de là, effectivement, la question d'égalité se pose. Pourquoi des personnes de même sexe n'auraient pas un droit égal à ce contrat, à cette offre dans le droit pour consacrer leur amour et assurer une continuité dans le temps à leur union. Pourquoi? C'est la suite logique de cette évolution que vous avez vous-même signalée. De la même manière, pour l'adoption, il ne faut pas se tromper. Il faut regarder, malheureusement, pourquoi est-ce qu'il y a des adoptions. Je dis malheureusement. C'est parce qu'il y a des enfants qui ont des parts dans la vie dramatiques et que la meilleure solution pour eux, c'est de trouver une famille d'accueil. Or, rien n'est démontré sur le fait qu'une famille d'accueil hétérosexuelle est toujours supérieure à d'autres systèmes. Rien n'est démontré et qu'on voit bien que dans plusieurs cas, il y a besoin d'une sécurité juridique, rien de plus. Mais c'est ce que le Parlement peut apporter à des familles où un parent est le parent adoptif et l'autre parent, en cas de malheur, n'a pas de droit. Voilà, ce sont des questions pragmatiques. Il ne faut surtout pas dramatiser. Et je crois on aurait probablement besoin d'aborder cette question d'une manière beaucoup plus pragmatique par rapport à l'évolution des concepts et à leur suite logique et par rapport à la résolution d'un certain nombre de problèmes pratiques. Après, vous avez évoqué la question de la GPA et de la PMA. Alors, quand on les utilise généralement dans le débat parlementaire à l'Assemblée nationale, c'est souvent pour dramatiser les questions. Mais il y a quand même une question qui va derrière. C'est ce que Roselyne Bachelot avait appelé dans son temps le dumping éthique. À partir du moment où des choses se posent dans d'autres pays, comment y répondre? Pragmatiquement, on ne peut pas accepter tout ce qui se passe ailleurs. On ne peut pas accepter tout ce qui se passe ailleurs, mais là encore, quand il y a un humain en jeu, on ne peut pas être totalement indifférent. Et il ne faut surtout pas dramatiser ces cas-là. Des enfants qui sont nés par GPA à l'étranger, ça reste des enfants.
Et il ne s'agit pas de dramatiser là encore la question, il s'agit de trouver la réponse pragmatique pour que leurs droits soient respectés. Merci Jean-Yves Lecomte. Oui, je suis bien d'accord pour dire qu'il ne faut pas dramatiser et qu'il y a eu, d'une certaine façon, beaucoup trop d'idéologie dès le départ, alors qu'il aurait fallu beaucoup plus de pragmatisme et sur les questions juridiques en particulier. Mais je pense que le débat, et ça c'est pas du fait des religieux en particulier, a été placé tout de suite sur une notion un peu idéologique et quelquefois de manière un peu douteuse en disant c'est la modernité, c'est le progrès, les lumières contre l'obscurantisme. Or, on ne peut pas traiter ces questions-là de cette façon-là. Je pense qu'il y a effectivement dans notre société une évolution culturelle qui a touché le mariage qui est indéniable. Même si la plupart des couples sont mariés dans notre pays, il y en a beaucoup qui ne sont pas mariés, qui vivent en concubinage et puis qui se marient, et puis on sait bien le nombre de divorces qui existent, etc. Les Pacs, d'ailleurs des Pacs qui étaient faits pour les homosexuels et qui sont plutôt recherchés par les hétérosexuels. Enfin, tout ça n'amène pas beaucoup de clarté. Mais ça montre aussi, de mon point de vue, l'évolution de la mentalité de la société. On est dans une société où on n'est plus habitué à prendre le temps. On n'attend pas. Si on a une difficulté, il faut que tout de suite elle soit résolue. Et en général, quand on a une difficulté relationnelle dans un couple, eh bien on se sépare. Il n'est pas question de réparer. Ce qui fait que on est, c'est vrai, dans une toute autre culture et je ne suis pas sûr que la question posée concernant le mariage pour tous soit une bonne façon de poser ces questions sociales. Je crois que là, il y a eu trop d'idéologie mal placée. Qui demande la parole? Mathieu Hugues Portelli. Monsieur le Président, je voulais vous demander, imaginons que le projet de loi soit adopté. Quelle sera l'attitude des églises? Quel type de rapport entre le mariage religieux qui sera célébré et le mariage civil ou ce qui en tiendra lieu? Quel type de rapport nouveau s'établira-t-il? Par exemple, la loi impose aujourd'hui qu'on se marie d'abord civilement avant de se marier religieusement. Est-ce que des chrétiens, par exemple, comme moi, qui voudraient se marier, qui ont une certaine conception du mariage, qui se marieront religieusement, eh bien ces chrétiens-là, lorsqu'ils se trouveront face à, l'obligation de se marier d'abord civilement, alors qu'ils n'ont pas tellement envie de le faire, en tout cas sous cette forme-là, et deuxièmement, lorsqu'ils auront été mariés religieusement, imaginons qu'ils se marient religieusement, quelle sera la situation qui sera la leur? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait intéressant d'imaginer que pour ceux qui se marient religieusement, mais qui considèrent que le mariage qu'on va nous servir est une mascarade, eh bien, il faut établir des effets civils au mariage religieux, de façon à ce qu'il n'y ait plus de mariage, entre guillemets, civil pour ce type de situation. Alors, je pense que vous avez dû arriver après mon introduction. Non, mais c'est pas pour vous le reprocher, c'est parce que j'ai traité implicitement cette question. Pour dire que pour les protestants, il n'y a pas de mariage religieux. Ce qui veut dire que ce qui va se décider ne changera rien pour nous. Déjà maintenant, il peut arriver que des protestants se marient à la mairie et n'aient pas de mariage religieux après. Ça ne leur pose pas de questions dans leur communauté. On ne va pas leur reprocher. Vous n'avez pas de mariage religieux, donc vous ne pouvez pas participer à la vie de la communauté. Je vous accorde que la plupart du temps, les gens qui font un mariage civil font
demandent une bénédiction religieuse. Mais ça n'est pas toujours le cas, et ça n'a pas été toujours le cas, loin de là, dans l'histoire. Ce qui veut dire que demain, les gens qui se marieront sous la nouvelle forme demanderont ou pas une bénédiction dans leur communauté. Et là encore, il n'est pas garanti que le pasteur soit d'accord ou pas. Donc ça sera une négociation en quelque sorte entre eux. Il y aura des églises qui accepteront de donner une bénédiction à des couples homosexuels et d'autres qui le refuseront. Donc il y aura une variété de réactions, mais ça ne changera pas grand-chose pour notre vie, cette loi, en ce qui nous concerne, protestants. Merci. Oui? Non, je croyais. Président, puisque j'ai vu que vous aviez été en Suède pendant un certain nombre d'années, il y a une loi suédoise, et c'est une église, quand le Parlement décide, l'église est une église nationale. Donc j'ai lu quelque part, je ne sais pas si c'est vrai, qu'à partir du moment où il y a une loi, elle s'impose aussi aux pasteurs luthériens de Suède. C'est-à-dire que je ne vais pas répondre précisément parce que je ne sais pas ce qu'il en est tout à fait pour l'Église de Suède, parce que en fait, elle n'est plus Église d'État depuis l'an 2000, je crois. En Norvège, c'est la même chose. Oui. J'en ai parlé encore la semaine dernière avec un ami qui est pasteur en Norvège, et les questions sont effectivement un peu complexes, dans la mesure où les pasteurs peuvent faire des mariages qui donneront un état civil. C'est ça. Donc, ça complique beaucoup les choses. Et tous ne sont pas prêts à faire ça. Donc, heureusement, chez nous, la question ne se pose pas. Non. Voilà. Non, mais c'est vrai que intéressant de voir l'inverse. Voilà, tout à fait. Quand le civil impose sa loi... Voilà, quand ça a des conséquences directes sur la vie des églises. Merci. Alors, bon, y a-t-il d'autres... Bon, Jean-Pierre Godefroy, la dernière question, oui, et le président Sueur conclura. Enfin... Peut-être, Monsieur le Président, une question. Nous sommes dans un débat dans notre pays qui traîne en longueur. Enfin, ça devrait être réglé, c'est la première Assemblée nationale, mais on va continuer. Comment est-ce que vous expliquez que chez nous, ça demande autant de temps et que chez nos amis britanniques, ça leur a demandé une journée? Ah oui, mais peut-être, mais quand même, Monsieur le Président Riest, il n'y a pas que cette explication-là. Il ne faut pas parler de nos amis britanniques, parce que chez nos amis britanniques, la GPA est autorisée depuis très longtemps, et ça marche très très bien. Voilà, donc bon. Si on veut parler des amis britanniques, parlons-en. Monsieur le Président. Mais il faut dire qu'il est très difficile, on a parlé des pays nordiques, si on parle de l'Angleterre avec l'Église anglicane qui est Église d'État et la reine qui en est le chef, on est dans des situations qui sont très différentes des nôtres et des cultures qui sont aussi très différentes des nôtres. Et c'est pour ça qu'il est difficile de comparer. Je lisais il n'y a pas longtemps ce qui se passe aux États-Unis sur la GPA, qui est liée à des contrats privés et qui n'est pas réglementé par la loi. Mais là encore, on est dans une autre culture où on est très sévère sur certains points et puis laxiste à nos yeux sur d'autres. Donc, dire qu'il faudrait faire comme les uns ou les autres selon que ça nous arrange, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et en ce qui me concerne, moi, je ne me plains pas qu'on discute longuement d'une question comme ça, qui est quand même une question importante, plutôt que de la traiter rapidement entre deux sessions d'un Parlement. Donc, de ce côté-là, je suis plutôt content d'être français. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Est-ce que le Président Sueur veut poser une question ou ajouter un mot avant qu'on clôture cette audition? Rien dire, mon cher Jean-Pierre Michel. Je voulais tout simplement vous remercier, Monsieur le Président, d'être venu. Et je vous renouvelle mes excuses de n'avoir pu être là dès le début pour la raison que je vous ai dite.
Je remercie aussi Jean-Pierre Michel, le rapporteur de la commission des lois et vice-président, qui a bien voulu présider cette audition, ainsi que d'autres auditions la semaine dernière, sans compter celle qu'il présidera aussi dans le futur. Et cela est précieux, et compte tenu de sa grande compétence sur ce sujet, je pense que vraiment, il nous fait beaucoup de... on est très heureux de cela. Bien, moi, je ne vais pas ajouter de questions, mes chers collègues. Je pense que toutes les questions ont été posées et que vous avez vu le rythme, Monsieur le Président du Sénat. On a le temps. Voilà. Il n'y a pas de précipitation, on n'est pas à 3 minutes près. Chacun doit pouvoir s'exprimer. C'est important parce qu'on m'a dit que dans d'autres lieux, que je ne citerai pas, c'était un peu différent. Mais vous l'avez dit au début, parce qu'on n'a pas besoin de se parler pour qu'il y ait une communauté de pensée. Je ne dis pas une communion de pensée, parce que je ne voudrais pas qu'on interprétât cela d'une manière qui fût contraire aux principes qui nous régissent, mes chers collègues. Bon, ben merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de vous remercier de votre accueil et de vos questions. Et j'espère que les quelques réponses que j'ai pu donner vous auront éclairé. Je vous souhaite une bonne suite d'audition. Merci beaucoup. Voilà pour les travaux de la commission des lois, travaux préparatoires à l'examen du projet de loi sur le mariage pour tous, qui sera donc débattu en séance publique à partir du lundi 2 avril. Tout de suite, preuve par 3, l'émission politique de la rédaction de Public Sénat, qui reçoit cet après-midi le ministre du Travail, Michel Sapin. Bonne fin de journée à tous.